Alors nous, on a commencé, comme tu dis, avec une plateforme B2C en WooCommerce. Puis on l'a adapté. Puis on s'est rendu compte que ça ne matchait pas. On ne pouvait pas rajouter des couches, ça devenait n'importe quoi. Donc ensuite, on a essayé d'utiliser avec notre CRM les modules existants pour les pros, qui étaient très mal faits. Et du coup, on a créé en propre notre solution parce que les plateformes e-commerce pro dans le monde de la food, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça n'existe pas. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Pauline Bignon, qui est la cofondatrice de Superproducteur. Salut Pauline, tu vas bien ? Salut Laurent, très bien. Superproducteur, qui est une société avec une très belle mission, une mission d'actualité d'ailleurs, puisque vous cherchez à redonner des points de marge aux producteurs cultivateurs en leur proposant de transformer eux-mêmes leurs produits plutôt que de laisser ça à l'industrie agroalimentaire j'allais dire qu'il les opprime, c'est le mot qui me vient, mais c'est peut-être pas ça, qui les presse très fort. Tout à fait. Et qui se prend les points de marge de son côté plutôt que de les laisser justement aux producteurs ou aux cultivateurs. C'est votre mission. C'est une société que tu as cofondée avec ton mari, Franck Sédolin. C'est aussi un sujet d'actualité parce que sur le panier ces derniers temps, j'ai eu pas mal de sociétés familiales, créées, transmises, intégrées en famille. J'ai l'impression que c'est aussi un sujet que je pourrais traiter de. Oui, on a souvent beaucoup de questions relatives à ça, mais effectivement. Tout se passe bien ? Tout se passe super bien. Moi, la question que je pose habituellement, c'est est-ce que tu arrives à couper le soir et passer à autre chose ? On y arrive, ouais. Tant mieux. Je passe un petit coucou à Florent Ducot de 50 Partners qui a permis cette belle introduction, comme quelques autres d'ailleurs, Ecojoko, Ernesti, que vous avez entendu sur le panier récemment. Voilà, bienvenue Pauline. Eh ben merci. Heureuse d'être là avec toi à Bordeaux aujourd'hui. On est effectivement à Bordeaux. Tu as pris le train ce matin du coup. Alors hier matin en l'occurrence, mais pour un enregistrement qui était prévu, qui a été annulé en dernière minute malheureusement, mais c'est pas grave et j'enchaîne aujourd'hui avec toi et je suis très impatient d'aborder les sujets qu'on va aborder ensemble. Société d'une dizaine de personnes, vous avez actuellement 16 producteurs que vous accompagnez, vous créez des recettes, vous leur donnez la possibilité, eux ou à des partenaires, de transformer leurs produits, que vous distribuez ensuite en B2B et B2C, mais vous allez arrêter le B2C et tu m'expliqueras pourquoi, à plus de 1600 points de vente en France. L'un des sujets qu'on abordera, qui est très intéressant aussi, c'est la part du digital, puisque vous avez digitalisé tout ce process pour les producteurs et les acheteurs en B2B. Et j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on market, quelle est la part du digital versus offline quand tu fais des ventes B2B sur des paniers qui sont plus récurrents, plus élevés, mais à des acheteurs qui ont... on n'est pas dans le B2C, donc ça c'est un sujet intéressant qu'on va traiter. Je te le redis, bienvenue. Ben merci beaucoup Laurent, merci de ton invitation. Bon, avec grand plaisir, je suis impatient de comprendre ton marché et c'est peut-être par là qu'on va commencer parce que c'est un marché que je ne connais pas très bien. J'aimerais savoir quel problème, que tu m'expliques avec tes mots quel problème tu règles, même si je l'ai abordé en intro, et comprendre comment est le marché et comment vous y répondez, qu'est-ce que vous changez. Et du coup un peu la genèse. Parce que tu viens de la restauration toi-même. Exactement. C'est pour ça que j'ai créé Superproducteur d'ailleurs. C'est en côtoyant beaucoup de chefs très engagés. J'ai travaillé dans le groupe Ducasse et dans le groupe Le Nôtre avant, avec des chefs super exigeants en termes de goût. Et dès le début aussi très engagés sur le sourcing, sur la provenance des ingrédients. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu reproduire chez Superproducteur
donner un peu plus de transparence au monde aussi de la restauration qui a besoin d'être connecté aux producteurs et inversement. Comment était donc du coup des chefs super engagés de ton côté, comment était le milieu? Comment est le milieu aujourd'hui Le milieu déjà était pas très digital en termes de commandes, en termes de facilitateurs. Le digital a beaucoup apporté ces dernières années. Et puis aussi beaucoup d'acteurs, des gros acteurs, des grossistes, un peu comme la grande distribution pour les B2C qui fournissent les restaurants. Donc de manière contradictoire, peu de transparence sur l'origine des matières dans le monde de la restauration. Pas beaucoup de bio non plus. Et peu de débouchés pour un producteur agriculteur. Et à l'inverse, les producteurs, eux, peu de débouchés dans ce monde de la restauration et des métiers de bouche au sens large, même les détaillants, etc. Puisque les producteurs, eux, aujourd'hui, dans leur territoire agricole, ont accès au marché, à la vente sur les marchés en direct, mais qui leur prend du temps. Et ont accès à la grande distribution. Vente sur les marchés, tu parles de marché. Les marchés, ouais, okay. Effectivement, les marchés. Mais ça, c'est un boulot à plein temps. Ça, c'est un boulot, une partie de leur boulot, mais... Non, mais t'as des marchés les vendredis, samedis, dimanche matin, parfois en semaine, c'est eux qui y vont avec leur camionnette, il faut déballer, remballer. Par là et qui, par ailleurs, produisent, sont fermiers, cultivent, etc. Donc t'arrives à 5h du mat, tu déballes, t'installes, et quand tu rentres chez toi à 14h, il faut aller gérer tes... T'enchaînes, ouais. T'as pas les marchés tous les jours, mais ça prend beaucoup de temps, ouais. Donc les marchés, c'est un débouché. Ouais. Et le deuxième, c'est la grande distribution. Donc le marché, ça prend du temps et la grande distribution, ça prend l'argent des producteurs. Donc nous, on essaie d'apporter les deux, de leur refaire gagner un peu de temps et de leur garantir un revenu. Ok. Donc le principe, c'est d'avoir créé des recettes, c'est ça ? Nous, en fait, le métier principal de l'agriculteur, par définition, c'est de produire une matière première agricole, viande, volaille, légumes, légumineuses. Et le métier de la transformation, de la création de la recette, c'est pas leur métier principal. Donc on les accompagne là-dessus pour ensuite créer une recette transformée qui a plus de valeur pour la distribuer à un réseau multicanal professionnel. C'est quoi légumineuse ? Légumineuse, c'est les pois chiches, l'avenir de l'agriculture, peu consommatrice en eau, qui permet d'avoir aussi beaucoup de protéines. Donc les lentilles, les pois chiches, les pois, les haricots. Ok. Donc de leur apporter des recettes afin que eux puissent produire ou produisent avec des partenaires proches. Selon les filières, voilà, c'est plus ou moins complexe. On peut être maraîcher et transformé sur place, ou on peut avoir un partenaire pour la création de la recette, de la transformation de l'outil agricole. Nous, on a un tiers qui est fait à 0 km sur place. Et ça s'accélère. Aujourd'hui, les fermes qui ouvrent les reprises, c'est des métiers mixtes où il y a de la valorisation. En tout cas, c'est ce qu'on prône sur les fermes directement. Mais on s'improvise pas. Exactement. On s'improvise pas chef. Enfin, quand on s'improvise pas. On peut produire. Et nous, c'est ce qu'on apporte sur la base d'une fiche technique, comme on peut avoir en cuisine, sur la base d'une recette où on met du temps à caler les choses, les ingrédients, la cuisson, etc. Et ensuite, une fois que c'est calé, ça roule. On produit sur la base de cette recette. Mais je veux dire, qui produit physiquement sur place ? C'est le producteur. Le producteur. Donc, il a sorti ses patates le matin, j'en sais rien, pardon. Enfin, exactement. Ou si on reprend la légumineuse, le pois chiche, qui est très intéressant d'un point de vue culture et d'un point de vue transformation. Raphaël, qui est dans les Alpes de Provence, avec qui on travaille, cultive le pois chiche. Et elle a une journée de production par semaine où on fait un super houmous avec elle. Voilà. Et donc elle passe dans sa cuisine, elle prend ses pois chiches, elle fait son houmous. Exactement. Une cuisine un peu plus grosse que ce qu'on peut avoir à la maison, mais pas beaucoup plus grosse. Non, mais un petit laboratoire. Un petit labo très simple, qui nécessite d'avoir ce qu'on appelle un autoclave, une espèce de grande cocotte minute. Et elle fait un houmous sur la base de notre recette. Voilà. Mais du coup, il y a un investissement de la part du producteur. Il y a un investissement et c'est ce qu'on permet aussi, c'est-à-dire que nous, on donne de la visibilité au producteur aussi sur son chiffre d'affaires, etc., ce qui va lui permettre aussi d'investir.
Donc, il a déjà eu conscience que c'était intéressant d'investir dans une partie cuisine pour valoriser sa matière première. Et ensuite, on va contribuer à l'automatisation de certaines choses. L'étiquetage, par exemple, sur certains producteurs se faisait manuellement. Il n'y a pas forcément d'intérêt de valeur ajoutée dans la création de la recette que d'étiqueter manuellement. Donc, ça permet aussi d'investir dans la structure. Ça permet aux producteurs d'investir dans la structure, de rassurer les banques aussi sur les accompagner dans l'investissement hommes et machines sur place, quoi. Ils empruntent. Vous accompagnez 16 producteurs, hein, c'est ça? Exactement. Et vous vendez près de 300 000 produits? Exactement, ouais. Ok. C'est ça. Ils se financent eux-mêmes, en général? Ils se font accompagner? Alors, localement, il y a quand même des banques qui suivent les investissements agricoles, hein, notamment sur la partie vraiment champs, tracteurs, etc. Oui, il y a de l'endettement, etc. Et ensuite, le fait d'avoir un chiffre d'affaires garanti annuellement, etc., permet aussi de les aider pour réinvestir dans des machines pour la transformation alimentaire, l'étiquetage par exemple, et faciliter le travail du producteur et donner plus de valeur à ce qu'il va cuisiner plutôt que les à côté qui peuvent prendre parfois du temps. Un tiers des produits sont cultivés à 0 km, comme tu le disais, par le cultivateur ou le producteur. Ouais. Les 2 autres tiers? Les 2 autres tiers à moins de 150 km. Nous, notre envie, c'est de relocaliser la production alimentaire dans les fermes, en fait. Au plus proche des fermes, ça va avoir beaucoup d'impact, en fait. Déjà, la matière première principale des produits transformés aujourd'hui parcourt des kilomètres et des kilomètres. C'est la phase cachée un peu de la production de la filière amont, dont on ne se rend pas forcément compte quand on achète un produit transformé. Hein. Aujourd'hui, on nous dit où il est transformé, mais pas d'où vient la matière première principale. Donc ça, c'est déjà un énorme impact. Et ensuite, si on sait la matière première, d'où elle vient, comment elle a été fabriquée, le produit a juste plus de goût, tout simplement. Tu me disais quand on préparait cet entretien en plus que la France, qui était un grand producteur à l'international, est en passe d'avoir une balance commerciale déficitaire, en fait. Enfin, exactement. Plus d'import que d'export. Exactement. Ça veut dire que, par exemple, dans la partie agroalimentaire, qui est très consommateur de matières premières, forcément, puisqu'on transforme un produit, ça veut dire que cette industrie-là, au lieu d'utiliser la matière première proche, fait venir une matière première à bas coût. Alors que si elle consommait des matières premières plus locales, déjà on aurait des produits transformés plus qualitatifs et en plus avec beaucoup moins d'impact environnemental, impact carbone. Quelle est ta mission? Comment vous l'avez définie? Nous, notre mission, c'est justement de relocaliser la production alimentaire dans les fermes ou au plus proche. La transformation, enfin la production et la transformation, quoi. Exactement. Ok. Les agriculteurs et en plus les cultivateurs ne gagnent pas beaucoup. Hein. Ouais. C'est en moyenne, alors c'est très disparate, hein. Il y en a qui ne se payent pas du tout. Il y en a, en moyenne, on dit c'est 1 390 € par mois. Donc c'est des petits revenus. Assez faible pour le travail, on ne se rend pas compte, hein, derrière un légume qu'on achète au marché, on se dit mince, c'est 1, 2, 3 € du kilo, ça paraît très light par rapport à la valeur. À tout le travail qui est fourni derrière. À tout le travail qui est fourni derrière, donc nous on estime qu'on leur apporte 20 à 50% de revenus supplémentaires. 20 à 50, donc 2300, il va passer à 1500-2000, quoi. Exactement. Potentiellement. Ça paraît faible, mais non, step by step. 20 à 50%, c'est énorme. Enfin, moi, je prends volontiers 50% de revenus en plus. Hein. On est d'accord. Du coup, aujourd'hui, vous, je l'ai dit, hein, vous accompagnez 16 producteurs. Vous avez créé des emplois en plus. Exactement. De manière directe. Donc, ce qu'on fait, c'est que effectivement, on a mis en place ce système décentralisé de production qui prend du temps, avec des outils numériques en back-office qui permet de faciliter cette production décentralisée. Hein, parce qu'aujourd'hui, pourquoi l'agroalimentaire a concentré la production alimentaire dans des grandes usines? C'est pour simplifier le process, faire des économies d'échelle,
mais on a perdu de vue l'origine des produits, on y rajoute autre chose pour compenser le goût, etc. Donc cette production décentralisée, un peu ce qui se fait dans la boisson, les microbrasseries, etc., elle prend du temps. Il faut mettre des outils en face. Là, on a mis les outils et l'idée, c'est de dupliquer ce modèle-là avec plus de producteurs. Pour 16 producteurs, on a environ 660 emplois indirects créés localement, donc dans des territoires agricoles qui sont de base pas très créateurs d'emplois. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, à l'échelle de 100 producteurs, on va arriver à l'échelle d'une ville. Voilà. On est dans la décentralisation en France. Voilà, on le voit à Bordeaux avec beaucoup de travail à distance, etc. L'enjeu, c'est aussi ça, c'est de créer des emplois dans les territoires agricoles. Ok. C'est une très très belle mission et comme je le disais en intro, vraiment, vraiment d'actualité. Donc, des revenus supplémentaires, la possibilité de recruter, une maîtrise de sa chaîne de valeur, une plus grande maîtrise de sa chaîne de valeur. Et quel type de recettes, quel type de produits, pardon ? Alors nous, on a donné un gros axe, on est des bons vivants, apéro, c'est-à-dire des recettes. L'apéro devient un dînatoire à la maison avec voilà, quelque chose qui, par essence, n'est pas très naturel, ou en tout cas, on a tendance à mal manger, en tout cas à l'apéro. Donc, on a créé toute une série de recettes, crème de légumes à tartiner, rillettes, biscuiterie, etc., qui redonnent un peu de sens à l'apéro. Apéro plus, puisqu'on va sur l'apéro dînatoire et ce qu'on appelle les aides culinaires pour les chefs. Donc des bases, une crème de légumes par exemple, même une tapenade qu'on peut connaître, une crème d'olive va rentrer dans la composition d'un plat un peu plus élaboré. Donc c'est des aides culinaires qui sont facilitateurs aussi pour le monde de la restauration. Ok. On viendra justement à cette distrib et comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre, 1600 points de vente avec des grands comptes et des plus petits, et cette digitalisation du process. J'aimerais revenir maintenant au lancement 2014-2015. Exactement, ouais. Par quoi tu commences ? Par quoi on commence ? Par aller voir les agriculteurs, justement, voir leurs problématiques. À l'époque, on était encore en région parisienne, donc on a visité pas mal de fermes pour comprendre justement la production, etc. Et voir l'apport qu'on pouvait avoir pour être justement facilitateur. Et puis, on commence avec quelques recettes au départ. On a commencé en B2C, donc une plateforme de commande particulier qui a tout de suite bien pris, en fait, mais qui a été aussi visible par les professionnels qui ont dit, et nous, on en a besoin. Moi, j'ai un bar, je veux proposer des recettes pour l'apéro qui tiennent la route. Est-ce que tu peux pas me faire cette même recette sous un autre format, etc. Et après, a démarré la partie pro. Et puis, c'était mon métier aussi de base, donc... on a soulevé aussi rapidement des nouvelles problématiques aux professionnels sur la perte aussi en cuisine. Quand on travaille des produits frais, il y a 15-20% de perte. Voilà, comment mettre en place une carte facile en maîtrisant son personnel, ses food costs, etc. On répond aussi à ça côté pro, quoi. Quand tu es dans une cuisine professionnelle, tu perds 15-20% de ta matière première. Voilà, c'est selon les segments, mais il y a pas mal de pertes. Mais ta pertes. première matière, dans ces 15-20%, tu comptes la matière première consommable ? Tu comptes la matière première fraîche, en fait, qui a une DLC courte. D'accord, ok. C'est pas j'achète 1 kilo de carottes et il y a 20% de fans que je peux pas cuisiner. Non. Enfin, sauf à la télé dans des émissions culinaires, mais... Non, pas qu'à la télé. C'est vrai que sur le légume, il y a pas mal de choses à récupérer qu'on met à la poubelle, les chutes, etc. Ça en fait partie aussi dans le gaspillage. 15%, ça paraît énorme. C'est selon les segments et la gestion du restaurant, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle, c'est dommage. Ok. Donc vous avez commencé avec du B2B, rapidement du B2C, pardon, rapidement le B2B se fait devient demandeur de vos produits. Comment est-ce que vous montez ce réseau de distribution ?
En allant sur place, en allant les voir, en faisant goûter, en rencontrant les dirigeants de détaillants, bars, etc. Vraiment, les débuts des points de vente, c'est fait par la visite de ces lieux-là pour Faut aller bien battre le pavé, quoi. comprendre. Exactement, il n'y a pas de secret, ouais. Mhm. Battre le pavé pour aller voir des CHR, donc café, hôtel, restaurant. Exactement. Les détaillants, donc nous dans les détaillants, on a plein d'indépendants, fromagers, cavistes, tous les commerces de proximité qu'on a encore au plus proche de chez nous. Il n'y a pas d'alcool dans vos produits. Il n'y a pas d'alcool, Il n'y a non. pas d'alcool. Mais on a d'excellents pairings avec le monde de la boisson, ouais. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le monde des bars et des hôtels pour ça. Ok. 1600 en tapant le pavé, j'imagine qu'il y a un moment où il faut aller voir des groupements, Ça des se fait beaucoup centrales. par bouche à oreille. On n'est pas du tout allé voir des centrales. Nous, notre volonté, c'était de rapprocher le producteur au plus proche en circuit court. Donc, on n'est pas du tout allé voir des centrales. Après, il y a des volontés de plus grands groupes, comme le groupe Accor dans l'hôtellerie, qui a fait appel à nos services pour justement des problématiques RSE, remettre de la production alimentaire en France, etc. Mais là encore, c'est des points de vente qui se gèrent individuellement. On travaille avec chaque hôtel, chaque restaurant, etc. On a très peu de gros groupes de centralisation des commandes. Du coup, ça pose une question qui est la gestion si tu as très peu de gros groupes et que tu travailles en direct, en gérer 1600 à 10, ça nécessite une certaine efficacité opérationnelle. Et du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques. Mais j'avais une question qui me venait, qui était sur le bout de la langue avant que je commence cette phrase, et elle m'a échappé, elle reviendra. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques. C'est pour ça qu'on a mis directement des outils numériques derrière, vraiment sur les opérations. C'est vraiment le savoir-faire de mon associé. Effectivement, comme tu le disais, il faut faire venir les produits sur un seul et même lieu, connecter nos producteurs. Donc, on a des outils centraux pour faciliter les opérations, notre ERP et notre CRM, qui n'est pas arrivé aussi tout de suite. Au début, on a travaillé en Avec Excel, Excel, comme tout le monde, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et puis ensuite, tout ça, on l'a centré sur un seul et même outil. Et ensuite, mon associé a ajouté à ça pas mal d'outils numériques existants, facilitateurs des opérations et de l'automatisation qui est clé pour pas se perdre dans les opérations du quotidien. Ouais. Mais du coup, c'est un ERP ultra puissant dans lequel les agriculteurs, enfin ultra puissant, pardon, un peu complexe j'imagine, mais dans lequel les agriculteurs cultivateurs ont un accès, et de l'autre côté, le débouché, donc le CHR qui va consommer, acheter les produits. Pas si puissant que ça. On est parti d'un CRM ERP très simple, en SaaS. Toutes nos solutions sont en SaaS. Et ensuite, on a créé un écosystème d'applications pour compléter avec ce dont on a besoin avec notre métier. Donc en fait, c'est pas si complexe que ça. C'est juste des connexions en API avec notre outil principal CRM et ERP et aujourd'hui la plateforme Pro qu'on a développée en propre et qui communique directement avec ce centre CRM et ERP où dedans effectivement il y a toutes les caractéristiques de nos recettes mais on l'a upgradé, c'est-à-dire qu'on a créé des champs personnalisés pour les besoins de notre métier et pour la mesure de nos impacts. On a par exemple l'ingrédient star de chaque recette, son origine, etc. dans cet outil. Et l'avantage d'avoir centralisé tout ça, c'est que sur notre plateforme pro de commande, donc en front office pour nos professionnels, on est capable de leur donner de manière très précise beaucoup d'éléments sur l'origine de l'ingrédient, la composition de la recette, la fiche technique qui va lui permettre de créer sa carte, les allergènes, etc., en le remontant automatiquement sans avoir de mise à jour quotidienne à faire, puisqu'il peut y avoir des évolutions de recettes, etc.
Et de la même façon, côté CRM, donc côté client, toutes nos informations sont centralisées au même endroit et remontent dans notre plateforme pro. C'est-à-dire qu'un client pro qui se connecte à pro.superproducteur.com retrouve toutes ces informations qui lui sont propres. Ce qu'il a commandé, il peut recommander facilement les recettes qu'il a l'habitude d'utiliser, à la récurrence qu'il souhaite, parce qu'il voit tous ces éléments-là. Et c'est tout un certain nombre de services qu'on veut développer pour leur faciliter aussi le quotidien côté métier de bouche, quoi. Mais du coup, le producteur, il peut décrire lui-même ses produits. Exactement, ça c'est une grosse partie d'interface qui est en cours de développement aujourd'hui chez nous, pour que le producteur soit de plus en plus indépendant sur l'ajout. C'est encore un pilier qu'on a à upgrader pour l'entrée de nos 100 producteurs prochains pour faciliter. Ouais. Bon, je me fais l'avocat du diable, mais le mec avant était tranquillement en train de traire ses chèvres ou cultiver ses olives et ses pois chiches. Maintenant, il est cuisine. En plus, il devient webmaster. Là, pour l'instant, c'est nos équipes qui accompagnent l'entrée de ces fiches techniques-là. On a aussi des outils qui permettent d'importer à partir d'une fiche technique, d'importer les éléments pour lui et être facilitateur. On ne remplit plus des champs un à un aujourd'hui dans le web. On a des outils super bien faits qui... je dis ça pour taquiner. Je suis sûr que le cultivateur, le producteur est très heureux d'avoir justement cette maîtrise qu'il n'avait pas avant. Avant, son produit disparaît. Il y a mis de l'amour, j'imagine. Il ne sait même pas où il va, d'ailleurs. Il ne sait même pas où il va. Il y a du vrac qui part, c'est ça Non, oui, il y a du vrac, ça dépend des filières, mais en tout cas, il part parfois en grande distrib et il ne sait pas trop exactement où il va, ou dans des grosses centrales, et puis ensuite, il a peu de visibilité. Ouais. Du coup, le développement et la digitalisation de tout un process qui permet de faciliter à la fois la gestion, le suivi, l'administration, la vente. Votre valeur ajoutée, c'est quoi aujourd'hui? Quelle est ta promesse pour les producteurs? C'est de leur assurer ce revenu, ce canal de distribution, ce multicanal de distribution auquel ils n'auraient pas accès, parce qu'aujourd'hui, on fait 60% de notre distribution en café, hôtel, restaurant et 40% en retail. Donc, c'est une clientèle mixte qui lui assure des revenus. Attends, pardon, je m'arrête. 60% CHR, café, hôtel, restaurant. Exactement. Et 40% retail. C'est-à-dire un caviste ou un traiteur qui va racheter des produits. Nous, on le différencie. 40%, c'est quand tu vas acheter le produit au détail, que tu l'emportes chez toi. Et le CHR, c'est quand tu le consommes sur place dans un lieu sympathique. Sympathique. Ok. Ce que je veux dire, et quand je te posais la question de quelle était ta valeur ajoutée, c'est pas forcément justement cette digitalisation qui les rend un peu autonomes. C'est de leur permettre d'avoir ce troisième... Oui, les outils sont pour nous un facilitateur et un accélérateur. Chez nous, la technique se met au service du métier, quoi, pas l'inverse. On répond à des besoins d'opération en interne pour faciliter les choses, mais en aucun cas l'inverse. Vraiment, on s'adapte au métier et on ne va pas lui imposer de se numériser pour se numériser. Pourquoi vous arrêtez le B2C ? Aujourd'hui, la grosse partie de notre chiffre d'affaires, quasi 100%, se fait en pro. On veut vraiment adresser plein d'outils, plein de services sur notre plateforme. Comme je disais, on a la chance d'avoir au cœur du système beaucoup d'informations qui sont vraiment facilitateurs pour les métiers de bouche. Donc nous, on doit se concentrer sur ces nouvelles fonctionnalités-là pour améliorer le service et toujours être à la pointe. Et la façon de parler aux professionnels est vraiment différente de celle du particulier pour plein d'aspects. Le colisage en premier, quand on commande en pro, on commande par carton, pas par unité de vente. Fiche technique qui remonte, prélèvement. Des outils de facturation qui sont un peu différents du B2C où on paye habituellement par carte. Nous, on paye en comptant la première commande et ensuite en prélèvement. Donc ça, c'est des outils aussi qui sont propres aux professionnels
Donc pour toutes ces raisons, nos équipes sont désormais focus pro et il y a déjà pas mal de boulot à faire dans ce secteur pour avoir un service au top, quoi. C'est des sujets qui sont hyper intéressants parce que faire du e-commerce B2C versus du e-commerce B2B, c'est pas du tout les mêmes sujets. Nous, on le traite, et on y est confronté pour des clients qui font qu'on ces approches-là. C'est marrant parce que c'est en plus un sujet d'actualité aussi sur les plateformes de paiement. Il y a de plus en plus de startups ou de plateformes existantes d'ailleurs, mais qui rajoutent des couches B2B parce que les paiements ne sont pas les mêmes. Exactement. Dans certaines industries, il y a quand même des B2B, des business du coup qui payent par carte, mais très souvent il faut du virement, de l'émission de facture, le colisage et le stock de marchandises. Les modes de livraison ne sont pas les mêmes. Il y a plein de choses. Ne part que quand le virement est arrivé, donc ça veut dire de l'arbitrage. Comment est-ce que vous avez géré votre e-commerce ? Vous êtes sur WooCommerce ? Alors nous, on a commencé, comme tu dis, avec une plateforme B2C en WooCommerce. Puis on l'a adapté. Puis on s'est rendu compte que ça ne matchait pas. On ne pouvait pas rajouter des couches, ça devenait n'importe quoi. Donc ensuite, on a essayé d'utiliser avec notre CRM les modules existants pour les pros, qui étaient très mal faits. On l'a un peu testé. Et du coup, on a créé en propre notre solution parce que les plateformes e-commerce pro dans le monde de la food, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça n'existe pas. Pas avec les fonctionnalités, en tout cas, que nous, on a développées et qui sont, très honnêtement, vraiment à la pointe. On est une société de 10 personnes, mais on a des outils. Moi, je les ai côtoyés dans mes précédents jobs, sur des gros groupes quand même, qui avaient des outils super old school. Nous, on a des outils qui permettent d'une boîte de 10 000 personnes, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et c'est marrant parce que, alors je fais une parenthèse, mais c'est vraiment un sujet d'actualité chez Cosa Vostra pour l'un de nos clients, comme je te le disais. Les plateformes, je répète ce que tu m'as dit, les plateformes de e-commerce pro, en tout cas B2B, il n'y en a pas. Non. Enfin, pardon, il y en a, mais qui n'apportent pas des... Dans le métier food, il n'y en a pas. Après, il y a un développement des marketplaces, ouais. B2B. Oui, mais c'est pas le même sujet. Mais c'est pas le même sujet, exactement. Des Greenwiz ou autres qui te permettent d'aller proposer tes produits sur une marketplace, c'est pas la même chose que moi si je suis producteur et que je vends à des CHR ou des détaillants. Ou même distributeurs. Nous, on a nos stocks en temps réel qui apparaissent sur le site pro, qui sont plugués à notre logistique. Super, je peux vous l'acheter ou... La plateforme ? La plateforme, on l'a licenciée. Elle vaut cher et on a pas mal de demandes, effectivement, dans ce domaine-là. Ça intéresse beaucoup de gens. On va peut-être changer de métier. Tu peux en tout cas faire un spin-off et ouvrir une filiale. C'est sur quelle techno ? Alors quel langage, pardon ? Là, c'est mon associé qui parlerait mieux. On est en Python, on a des choses qui sont très bien développées sur la base de quelque chose d'existant qui s'appelle Sailor, mais qui est homemade et développé en interne. On a un développeur en interne, mon associé qui est issu du monde du numérique et qui manageait pas mal de développeurs, qui s'est formé un peu au développement web, mais qui n'est pas dans le développement web, qui est plutôt dans des outils de no-code, d'automatisation, qui veut fluidifier les opérations en version automation, facilitateur, ouais. Hyper intéressant. Sailor, c'est SALEOR.io, Sailor, si je prononçais à la française, qui est un headless, c'est un framework e-commerce en GraphQL. Je ne le connaissais pas forcément. Ok, hyper intéressant. Il y a une réelle création de valeur là, du coup. En plus de on a un outil de fou, ouais. On a un outil de fou, c'est vrai. Dit-elle en toute modestie. Alors, je reviens à nos moutons, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, il y a aussi du... On a de la volaille, on n'a pas encore de moutons. D'accord. Non, mais il y a des produits laitiers, ouais. Je veux dire, à base de lait, je sais pas. Non, pas beaucoup. On a une gamme de viande, donc très orientée volaille, avec des choses qui sont aussi durables, puisque les matières premières qu'on travaille, on fait très attention, que ça soit en poisson, en viande, en légumes, que ça soit des matières premières
durables. Par exemple, sur le poisson, ça soit des poissons qui sont pêchés au large de l'Atlantique, pas par des gros bateaux, pas pendant la période de saisonnalité de reproduction. Pareil sur la viande, on n'a que de la volaille, poulet, porc poulet et canard, et un petit peu de porc aussi en bio, etc. Euh, Pardon si ma question est... Mais en fait, je n'avais pas réfléchi à ça. Il y a du frais? non, on travaille tout en DLC longue. Ok. Du sec, ouais. Ce qui rajoute de la facilité opérationnelle, en tout cas, ce qui enlève un risque de friction. Ok. Ma question, donc je reviens à nos moutons, ma question était CHR détaillant, quid de la grande distrib? Quid de la grande distrib? On travaille... Parce que dans l'absolu, on pourrait imaginer localement... Oui, on travaille en toute intelligence, parce que on tape pas sur la grande distrib. Il y a des magasins localement qui travaillent bien, et nous, ce qu'on veut faire changer, c'est le monde alimentaire au global. Donc on est capable de travailler ponctuellement avec des acteurs assez engagés, etc., en grande distribution, mais très ponctuellement. Donc Mais ces recettes vous appartiennent? les recettes nous appartiennent. Et elles sont sous votre marque? Elles sont sous la marque label Superproducteur, ouais, pour donner de la visibilité aussi aux consommateurs et qui s'y retrouvent aussi dans ces achats. Oui, et puis créer un réflexe et avoir une sorte de réassurance légitimité. Le producteur est mis en avant? Le producteur est mis en avant sur notre étiquetage via le lieu de production, son prénom, etc. Et puis on est en train de refondre notre site vitrine pour encore plus raconter l'histoire de chaque producteur, etc. Là, on avait un site vitrine qui était celui historique, qu'on est en train de refondre complètement pour l'adapter aussi aux pros. Mais on a peu de place sur l'étiquetage. Si on pouvait mettre plus d'éléments, ça devient assez complexe, les étiquetages aujourd'hui, parce qu'on veut aussi apporter beaucoup de transparence sur le visuel, tout simplement, du produit à l'intérieur, pour qu'on voit bien comment il est fait. Mais en tout cas, ouais, on communique sur le producteur, l'agriculteur. Une question qui me vient, et je réfléchis à haute voix, donc si ça se trouve, j'ai dit une grosse bêtise, mais les MDD, quand elles sont apparues, je sais pas, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, donc marque de distributeur, pardon, c'est ça, hein. Ouais, les marques de... En gros, c'est les produits Carrefour, Monoprix Gourmet, ce genre de choses, avaient justement pour objectif, si je dis pas de bêtises, d'enlever un échelon qui est le transformateur, je sais pas comment on peut appeler ça, ouais, pour se rapprocher du producteur. Ouais, c'est en fait les marques des distributeurs. Déjà, la grande distribution, si on fait un peu d'histoire, est née après-guerre, en se disant on n'a plus le temps de cuisiner, il faut qu'on fasse des produits transformés qui aident les familles, la ménagère à l'époque, hein, puisqu'il n'y avait que la femme qui cuisinait. Mais pour faciliter un peu tout ça. Et puis ensuite, on a transformé le produit, on s'est rendu compte que il y a eu une guerre un peu des prix, puisque tout le monde transformait le produit, donc il fallait produire le plus à bas coût possible. Donc du coup, on a acheté de plus en plus des ingrédients qui viennent de plus loin et qui coûtent moins cher. C'est comme ça qu'on y a ajouté un peu de chimie, quoi, des adjuvants, des colorants, pour pallier à une matière première qui n'avait pas de goût, et qu'on a eu un peu des dérives sur la composition d'une recette transformée, parce qu'elle est faite plus par des chimistes que par des cuisiniers, quoi. Donc de là, ça a pressé un certain nombre de producteurs qui ont mis forcément, pour s'y retrouver, d'autres ingrédients qu'ils ont achetés ailleurs, etc. D'où la viande de cheval, où on se retrouve avec des parmentiers où il n'y a plus du tout de bœuf, parce qu'il y a eu tellement de strates d'achat qu'on ne sait même plus dans un labo d'où vient la matière première, quoi, tout simplement. C'est dans l'air du temps, à revenir, rapprocher les circuits. Ça s'accélère, c'est sûr, on n'en parlait pas autant au début de la création de Superproducteur. Ouais. Vous avez du coup
deux enjeux. Aller, j'imagine, chercher des producteurs ou imaginer de nouvelles recettes avec eux. De l'autre côté, chercher des nouveaux points de distribution. Est-ce qu'il y a des... Donc ça fait quelques années, 6-7 ans que Superproducteur existe. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es pris les pieds dans le tapis ? Il y a toujours des moments où on se prend les pieds dans le tapis, de savoir aussi, effectivement, sa cible principale, puisque pendant longtemps, on répondait à la fois aux particuliers et aux pros, par exemple. Et on ne peut pas être couteau suisse all the time, donc il faut savoir faire des choix et concentrer aussi sa force sur la réponse à une cible bien particulière. Voilà, on a eu des changements de producteurs aussi. Aujourd'hui, le système est bien pérenne, mais peut-être qu'on aurait pu mettre du numérique plus rapidement dans les opérations, parce qu'effectivement, c'est clé pour faciliter les choses. Ouais. Tu vends donc à tes 1600 points de vente en direct et via le site. Quelle est la part du digital versus le retail ? Ouais, du digital versus direct, vente. Écoute, là, notre plateforme pro génère maintenant plus de 60% en ligne, quoi. Il y a une grosse accélération depuis 1 an et demi, quoi. On est parti de zéro. On attribue un changement d'air du temps. Déjà, le milieu des métiers de bouche et de la restauration a connu la digitalisation avec les acteurs de la livraison. Donc, sont plus familiers avec la vente en ligne, Deliveroo, etc. Donc, plus une nouvelle génération qui est plus trentenaire et qui utilise plus les outils. Le Covid a aidé aussi, je pense, pour passer plus au numérique dans ces métiers-là. Une évolution assez naturelle qui s'est accélérée là avec le contexte. Donc une accélération presque naturelle. Tu as vu des frictions chez certains Ah oui, nous, quand on a démarré, c'est pour ça qu'on l'a fait step by step et qu'on n'a pas créé notre plateforme de zéro sans se dire est-ce que les gens vont passer online. On l'a fait vraiment de manière incrémentale. On a commencé par des outils en interne, comme je l'ai dit, puis on a ajouté une brique où tu peux commander, puis une autre, pour s'adapter aux besoins. Mais au début, on avait 10-20% en ligne seulement, quoi. Donc on n'allait pas mettre de l'argent dans du développement si les gens n'étaient pas prêts à passer en ligne. Et encore une fois, c'est un outil qui accompagne le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas déconnecté du terrain. On a des commerciaux qui accompagnent chacun de nos clients. Derrière la plateforme, il y a de l'humain, quoi. On remplacera pas dans tous les cas cet apport. Nous, ce qu'on remplace, c'est ce qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire saisir sa commande, etc., prendre le temps de regarder ce dont on a besoin. Nous, nos sales n'ont pas vocation à faire ça, mais plus de les accompagner sur du conseil, sur la mise en place des cartes, etc., quoi. Donc, tout ce qui n'a pas de valeur en interne comme en externe, on le numérise, tout simplement. Mais donc, il y a une partie quand même d'humain où le restaurateur va te présenter sa carte à un sales. Il y a une grosse partie d'humain, ouais. Et, non, mais humain, c'était pas le bon terme. Je voulais dire d'approche conseil. Ouais, on a une grosse approche conseil aussi sur la mise en place. Comme je disais, on a des recettes qui se gardent à température ambiante, mais qui sont travaillées comme du frais. Donc ça permet d'éviter aussi de l'autre côté du gaspillage alimentaire qui est assez important. Donc on explique ça, on explique la valeur aussi qu'il va avoir. Eux, en fait, c'est des ambassadeurs aussi des agriculteurs. Et pour nous, c'est ces acteurs des métiers de bouche qui sont le porte-voix de l'alimentation de demain. Enfin, c'est les mieux placés pour faire changer les choses. Donc, Ok. Hyper intéressant. Et du coup, ton enjeu, tu me dis que vous travaillez avec 16 producteurs. Des producteurs en France, il y en a, on sait d'ailleurs combien il y en a ?
Il y en a beaucoup. Ouais, il y a des milliers de producteurs en France. Il y a aussi 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. Donc 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. Donc c'est beaucoup. Quelle tristesse. Quelle tristesse, pardon, je l'ai dit loin du micro. Mais ouais, ça paraît... Les bras m'en tombent. Ça paraît énorme, ouais. 200 chaque semaine 200 chaque semaine, si. 2 fois 5, 10, ça fait 10 000 par mois, par an. Des petites structures, hein, mais des structures qui travaillent bien. Il y a une vraie... C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais... Pourquoi elles disparaissent ? Parce que pas assez de valeur, pas de repreneurs. Faut qu'on recrée de la valeur en France. Et il y en a combien qui se créent ? On le sait, ça ? Je sais pas. Je saurais pas te répondre. Il y a un gros mouvement quand même de nouvelles créations, de reprises, mais différentes, avec beaucoup de diversification dans les fermes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul métier, mais plusieurs métiers connexes de transformation alimentaire sur place ou de compléments, etc. Donc, il y a un vrai mouvement, je pense, de nouvelles fermes qui se mettent en place. Mais voilà, l'enjeu, c'est de trouver des canaux aussi pour ensuite vendre les produits et assurer la pérennité de ces lieux-là, quoi. Ok. Ok. C'est vraiment une belle, je le redis, moi j'ai dit dans l'intro, c'est vraiment une belle promesse. Ça touche le restaurateur. Quels sont ses leviers de décision, le CHR? Bah lui, c'est un peu le pendant du producteur, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des grossistes, à des facilitateurs, hein, des grandes distribs du pro, quoi, hein, tout simplement. Ou alors il achète en local à plein de producteurs, mais là ça devient une usine à gaz parce qu'il a X factures à gérer, X BL, et son métier lui aussi est complexe, hein. Lui aussi a envie de valoriser le producteur, mais comment il y a accès, comment on apporte de la transparence. Aujourd'hui, on travaille avec deux métiers qui sont super complexes, le producteur qui passe beaucoup de temps dans son champ et le restaurateur qui passe beaucoup de temps en cuisine et qui a beaucoup d'opérations aussi à gérer. Donc on essaie de faciliter ces opérations à lui aussi. Je l'ai dit plusieurs fois sur ce podcast parce que j'ai reçu des restaurateurs ou des gens qui réinventaient la restauration, mais je pense que c'est le métier... l'un des métiers les plus durs du monde, quoi. C'est un métier de passionné, comme pour le producteur. Hein. On fait pas ça pour gagner de l'argent. Alors, il y en a qui arrivent, et je pense qu'il y a une nouvelle vague de restaurateurs depuis quelques années qui sortent d'école de commerce, lèvent des fonds, savent industrialiser un process tout en gardant tu vois, les Mama Group Bien sûr, ouais. Et tout cela, mais je pense que pour la grande majorité des restaurateurs... C'est un métier d'échelle, en fait, de volume. Il faut avoir plusieurs lieux, il faut... Puis être dans ta cuisine, voir ta salle vide et n'avoir aucun levier, comme nous on en a en marketing digital, pour faire rentrer des gens dans un site versus des gens dans un restaurant. Il y a plein de leviers qui existent, certes, mais on a des nouveaux, plus difficiles. Avec des denrées dans ton frigo dont le temps est compté. Eux aussi veulent faire rentrer plus de durable, de bio, pour donner un autre chiffre, même si on n'est pas forcément adepte des chiffres. 95% du marché bio, toutes les ventes en bio, c'est 95% pour les B2C et 5% pour les pros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de restaurant affiché bio, etc. Mais les achats en bio sont très faibles dans le monde professionnel au final. Donc on achète local, on achète au maximum, mais là aussi il y a des gros enjeux d'acteurs qui offrent... nos trois enjeux aussi côté restaurateur, c'est d'abord un produit qui a du goût, hein, c'est le nerf de la guerre, qui apporte plus de transparence et de côté local, et qui assure le bio et la transition alimentaire. Donc faire matcher les trois, c'est aussi assez compliqué. Un sacré challenge. Une question que je me posais aussi en préparant cet entretien, c'est les process de règlement de paiement et éventuellement la friction qu'on a chez les restaurateurs, enfin chez les CHR, pour le passage au digital. J'imagine qu'avant, il y avait un bon de commande qui était envoyé, un virement ou un chèque ou un règlement qui était fait à réception. Digital, ouais, c'est encore par fax. Faut se dire qu'il y a encore des
des retail et des gros groupes, il n'y a pas si longtemps que ça, où on recevait les commandes par fax, nous. Hein. Donc, on a mis des outils pour recevoir le fax en numérique, mais c'était une réalité il y a encore 2 ans. Tu m'as dit 60% en digital. Hein. Ouais. Sur les 60%, quels sont les types de paiements utilisés? Alors, le type de paiement, c'est prélèvement. Aussi facilitateur pour... Donc, le business doit laisser son RIB, signer une autorisation de prélèvement? Exactement. Ok. Il y a des frictions? Non, ça devient Il y a eu réflexe. des explications à faire, parce que ça peut être mal vécu, mais c'est aussi un gain de temps énorme. Quand tu es dans un restaurant et que tu dois rapprocher ton BL, ton bon de livraison de ta facture et payer par chèque, bonjour le temps passé, quoi. Donc nous, on leur offre des délais de paiement, mais tout ça, c'est automatique, quoi. Ils se posent pas de questions. Tu demandes quelque chose en échange? Ou tu donnes quelque chose en échange? Quelle est la carotte pour laisser une autorisation de prélèvement? Le délai de prélèvement. Bien sûr, on laisse un délai de prélèvement qui se fait en pro de 30 jours, quoi. Mais qui est le même, quel que soit le moyen de paiement? Ma question est la suivante. Nous, par exemple, dans nos bureaux, on loue des postes, hein, parce qu'à Bordeaux, à Paris, c'est des coworking. Le prélèvement est hyper pratique. T'as pas à relancer, tu vois, t'as pas à faire de suivi, tu sais que ça part. Et du coup, on offre une petite remise si tu acceptes d'être prélevé. Vous, est-ce qu'il y a une carotte à autoriser le prélèvement? C'est quand même plus pratique pour vous et pour tout le monde, en fait. Non, parce qu'en fait... Ils l'acceptent et qu'il n'y a pas besoin de leur donner une carotte. Là, encore une fois, on est en professionnel. Il n'y a pas de carotte particulière, hormis le délai de règlement. Mais qu'il fasse un virement ou un prélèvement, c'est le même, c'est la même chose. Mais lui, la carotte, c'est qu'il gagne beaucoup de temps hein, quand c'est des achats récurrents comme ça. Nous, en fait, il a accès à la plateforme pro, à ce qu'il a commandé. C'est complètement transparent avec ce qu'il a reçu, le bon de livraison, et c'est facturé en fonction. Donc, la carotte, c'est quand même le gain de temps, quoi. Quelle plateforme pour les prélèvements? GoCardless. GoCardless, ok. Ouais. Donc, un moyen de paiement, c'est le prélèvement. Ensuite, il y a les virements. Et là, vous avez automatisé l'arbitrage, la vérification commande versus virement reçu. C'est-à-dire l'arbitrage, le client choisit. Et tout ça, ça retombe aussi dans notre outil, quoi. Donc, ce que je veux dire, pardon, quand je dis arbitrage, c'est il faut à un moment réconcilier, la réconciliation, c'est un meilleur terme, mais le fait qu'il ait fait un virement et qu'elle corresponde à telle commande et que du coup la commande puisse être déclenchée. Oui, mon associé parlerait mieux que moi sur ces sujets-là, mais oui, dans notre outil, on réconcilie la facture avec le bon de commande initial et le mode de paiement. Ouais. Et le mode de paiement, donc vous êtes capable de savoir que le virement est arrivé et que donc la commande peut partir. Exactement. Okay. Nous, la première commande, elle part si le paiement a été fait. Ouais. Et effectivement, on génère automatiquement, via nos outils aussi en interne, la facture au départ de la commande. Donc en logistique, concrètement, un produit part, ça génère un bon de livraison via les outils logistiques. Et dès que notre plateforme voit qu'il y a un BL, il édite la facture. Ok. Il y a une vérification qui est faite entre le BL et la facture. Et l'envoi de la facture n'est pas automatique. La génération des outils est automatique, mais il y a une petite vérification humaine quand même là-dedans pour la compréhension aussi du client pro et logistique. Il peut arriver que la commande parte en 2 fois, par exemple. Enfin, il faut vérifier un certain nombre de choses. On est quand même l'humain, on peut customer oriented, donc on va pas... Et du coup, pardon, question que je t'ai pas posée, mais la log, elle se passe où, la logistique? Alors, on a un entrepôt qui est au Mans. Donc les producteurs vous envoient? Ouais, c'est vraiment le plus central qu'on a trouvé parce qu'on envoie dans toute la France, beaucoup en région parisienne, beaucoup dans l'Ouest, etc. Donc, c'est tout centralisé au Mans, ouais. Et qui est votre logisticien?
Ça, on communique pas forcément sur D'accord. le logisticien, mais on a des outils qui sont bien pluggés. C'est un bon partenaire, effectivement, pour demain avoir un autre lieu de stockage si besoin, pour se rapprocher aussi en fonction de la typologie des clients et des producteurs, être le plus central possible, quoi. Il n'est pas possible de faire envoyer les producteurs directement? C'est Si, souvent des paniers, on pourrait, mais nous, paniers mix, j'imagine? ouais, voilà, exactement. Pour nos clients pros, on veut qu'ils soient livrés une fois, qu'ils ne reçoivent pas 10 colis différents. Et encore une fois, la logistique, c'est pas le métier du producteur. Donc, on lui fait pas faire cette partie-là. Il a déjà suffisamment de choses à faire. Comme tu le disais, on le met déjà en cuisine, c'est déjà pas mal. Génial, génial. Pauline, merci infiniment pour ton temps et ta transparence. C'est passionnant. Si je te reçois dans un an et que je prends des nouvelles, qu'est-ce que tu m'annonces? Bah écoute, notre défi là, c'est de faire rentrer plus de producteurs. Donc, on aimerait bien passer à 50 producteurs maintenant que nos outils sont facilités, parce qu'on a énormément de demandes de nos clients pros pour d'autres produits super producteurs. Donc, notre défi, il est plutôt là aujourd'hui. Faire rentrer plus de producteurs. Donc, on réfléchit à comment, avec des partenaires agricoles aussi, créer des partenariats pour développer cette mise en place de nouveaux produits artisanaux, locaux, bio pour les restaurateurs. C'est notre gros défi. Cool. Pauline, merci infiniment pour ton temps. Merci à toi, c'est passé vite. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on se parle, mais effectivement, ça passe vite. C'est surtout un milieu que je connais moins. Et puis des enjeux et des challenges qui sont pas ceux du B2C, de la grande distrib. Enfin, voilà. Et c'est surtout, tu l'as dit, on dit une belle promesse, quoi, d'actualité, que ce soit pour le consommateur, j'imagine, le restaurateur, le CHR ou le. On fait instinctivement, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Tout n'est pas parfait. On l'a vu depuis le début de la création. Il y a beaucoup de chemin encore à parcourir. C'est un métier de longue haleine et de persévérance. Merci infiniment, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pauline, à bientôt. Merci Laurent, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.